Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, du nouveau sur les tensions actuelles entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Le président iranien a déclaré mardi dernier que l'Arabie Saoudite ne pourra jamais effacer son crime, à savoir l'exécution du dignitaire chiite Al-Nimr, en rompant les relations diplomatiques avec Téhéran. Lors d'une réunion avec le ministre danois des Affaires étrangères, Christian Jensen, en visite dans le pays, le président iranien Rouhani a déclaré que les autorités saoudiennes n'auraient pas dû répondre aux critiques du chef religieux chiite Al-Nimr en l'exécutant sommairement. Il a par ailleurs rappelé que la politique et la diplomatie étaient les meilleurs moyens pour résoudre les différends entre les deux pays. Le président iranien a également ajouté que la situation critique dans laquelle toute la région est plongée nécessitait une coopération pour combattre le terrorisme. Le même jour, un porte-parole du gouvernement iranien avait dénoncé l'attaque contre les missions diplomatiques saoudiennes en Iran. Il a par ailleurs indiqué que les agences de renseignement iraniennes menaient actuellement les enquêtes sur ces incidents. Selon la police, au moins 50 personnes ont été arrêtées. Le porte-parole a ajouté que le gouvernement prouvera le caractère douteux des attaques, en retrouvant les véritables commanditaires. Nous avons des doutes sur les personnes qui se cachent derrière les attaques condamnables de l'ambassade et du consulat d'Arabie Saoudite. Ces différents événements arrivent étrangement au même moment où des politiques menées par l'Arabie Saoudite semblent lui bénéficier. Peu importe si cette dernière rompt ses relations diplomatiques avec nous. Nous avons de nombreux alliés étrangers, et si le Dieu le veut, nous allons aller de l'avant avec eux. Néanmoins, nous devons nous assurer que l'Arabie Saoudite ne répande pas sa propagande, en déclarant notamment que les raisons qui l'ont poussé à rompre les relations étaient dues au manque de sécurité en République islamique d'Iran, ce qui est un pur mensonge. Les diplomates saoudiens basés en Iran sont retournés à Riyad après la rupture des relations diplomatiques avec Téhéran dimanche. Les relations diplomatiques ont été rompues après l'arrivée de manifestants dans l'ambassade saoudienne de Téhéran. La tension est montée après l'exécution par Riyad d'un dirigeant religieux chiite. Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al-Jubeir a déclaré que son envoyé en Iran avait reçu l'ordre de rentrer en Arabie Saoudite dans les 48 heures. Les diplomates saoudiens évoquent les difficultés auxquelles ils ont été confrontés après les incidents. Nous avons eu des problèmes à l'aéroport. Nous avons été fouillés, même si nos collègues étaient porteurs de passeports diplomatiques, et que ces fouilles se sont faites en violation des conventions internationales. Nous avons été les témoins d'une destruction complète. Ils ont tout détruit dans l'ambassade de Téhéran. Ensuite, ça a été 3 jours d'horreur que nous avons vécu avant d'arriver sains et saufs à l'aéroport, grâce à Dieu. Hier, la crise diplomatique entre l'Iran et l'Arabie Saoudite a franchi une nouvelle étape. Le Koweït a en effet rappelé son ambassadeur en poste à Téhéran et le Bahreïn a suspendu ses liaisons aériennes avec l'Iran. Le Koweït a indiqué que sa décision est motivée par les attaques des missions diplomatiques saoudiennes en Iran, qui sont selon lui une violation flagrante des conventions internationales. Mardi, le Bahreïn a interrompu tous ses vols au départ et à destination de l'Iran, au lendemain de la rupture de ses relations diplomatiques avec Téhéran. Au Bahreïn, les manifestants continuent leur protestation contre le gouvernement et les tensions s'enflamment suite à une exécution en Arabie Saoudite. Les manifestants s'affrontent avec la police anti-émeute dans plusieurs villages à majorité chiite du Bahreïn. Des dizaines de manifestants anti-gouvernement sont descendus dans les rues, portant des masques à gaz et brandissant des drapeaux pro-chiites. La police anti-émeute a lancé du gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Certains d'entre eux portaient des cocktails Molotov et des pierres. Les manifestations violentes ont éclaté suite à l'exécution du cheikh Nimr al-Nimr, un ecclésiaste chiite, par l'Arabie Saoudite samedi. Les chiites de Bahreïn et du Proche-Orient sont outragés. Lundi, le Bahreïn a rejoint l'Arabie Saoudite en coupant les liens avec l'Iran. D'autres pays, dont le Soudan et le Koweït, ont également suivi en coupant les liens aériens de la région du Golfe avec l'Iran. Le Conseil de coopération du Golfe, qui réunit les pays arabes du Golfe, va tenir une réunion extraordinaire samedi à Riyad afin de discuter des tensions avec l'Iran après le saccage des missions diplomatiques saoudiennes.
Le secrétaire général du CCG, Abdul-Latif Ben Rachid Al-Zayani, a écrit dans un communiqué que les ministres des Affaires étrangères des États du CCG se réuniront samedi à Riyad pour discuter des répercussions de l'attaque de l'ambassade de l'Arabie Saoudite à Téhéran et du consulat saoudien dans la ville iranienne de Mashhad. Le CCG est composé de 6 membres, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, le Koweït, Bahreïn et Oman. Seuls le Qatar et Oman n'ont pas pris de mesures diplomatiques contre l'Iran. Le président américain Barack Obama a utilisé son pouvoir réglementaire pour imposer de nouvelles restrictions aux ventes d'armes, disant que le droit de porter une arme à feu, protégé par le second amendement, devait s'exercer en équilibre avec les droits des citoyens à aller au cinéma, dans les lieux de culte et à l'école en sécurité. Les droits du second amendement sont importants, mais il y a d'autres droits dans la Constitution. Et nous devons les mettre en équilibre, parce que le droit d'exercer une religion librement et en toute sécurité, ce droit a été dénié aux chrétiens de Charleston, en Caroline du Sud. Il a été dénié aux juifs de Kansas City, aux musulmans de Chapel Hill et aux sikhs de Oak Creek. Ils avaient ce droit pourtant. Notre droit d'assemblée pacifique, ce droit a été refusé à ces gens qui allaient au cinéma, à Aurora et à Lafayette. Notre droit inaliénable à la vie, à la liberté et à la poursuite du bonheur. Ces droits ont été arrachés à ces élèves de Blacksburg et de Santa Barbara, et aux lycéens de Columbine, et aux enfants de Newtown, des enfants, et à toutes les familles qui n'auraient jamais imaginé que leurs êtres chers puissent être un jour enlevés par une balle de fusil. Chaque fois que je pense à ces enfants, ça me rend fou. Et au fait, ça se passe dans les rues de Chicago tous les jours. Alors nous tous ensemble, nous devons demander au Congrès d'être assez courageux pour se dresser contre le lobby des armes. Nous devons leur demander de protéger leurs citoyens. L'Assemblée nationale vénézuélienne s'est réunie pour la première fois depuis la victoire de la coalition lors des dernières élections législatives, mettant fin au contrôle du Parlement par la gauche. Regardons. C'est la première fois en 17 ans que l'opposition arrive à prendre le pouvoir au Parlement du Venezuela. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez à la fin de l'année 1999, l'Assemblée nationale a toujours été aux mains de ses partisans. Désormais, le rapport de force s'est complètement inversé. Un vétéran de l'opposition, le politicien Henry Ramos, est aujourd'hui le nouveau président de l'Assemblée. Son prédécesseur, Diosdado Cabello, qui reste l'un des hommes les plus influents de la vie politique du pays, a perdu son siège après des années passées aux plus hautes fonctions. Certains affirmaient déjà que cette assemblée nouvellement élue aurait des difficultés à se réunir. Mais malgré la résistance acharnée de la vieille garde gouvernementale, tous les députés de l'opposition ont enfin pu prendre possession de leur nouveau siège. Certains analystes affirment que le Venezuela connaît actuellement un tournant politique irréversible. Nous vivons actuellement un moment historique pour tous les Vénézuéliens. Le peuple est fatigué de toutes ces mauvaises politiques qui ont été menées par le gouvernement précédent. Mais les partisans du gouvernement actuel rappellent que le contrôle du Parlement ne signifie pas encore que le pays est totalement sous contrôle. Nous avons seulement perdu une partie du pouvoir à travers les dernières élections législatives. Mais nous allons continuer le combat dans les rues. Le président Maduro a lourdement insisté sur le fait qu'il allait clairement bloquer toutes les initiatives prises par la nouvelle Assemblée nationale. Chaque vote, par exemple, qui visera la libération de certains opposants politiques, sera, dit-il, rejeté par la Cour suprême, contrôlée par le gouvernement. Maduro a par ailleurs déclaré que les futures tentatives visant à interroger les dirigeants actuels de la Banque centrale sur la situation délicate de l'économie vénézuélienne ne seront pas autorisées. Les commémorations de l'attentat contre le magazine satirique Charlie Hebdo ont débuté en France. Le président François Hollande a hier dévoilé une plaque commémorative sur les lieux de l'attentat, les anciens locaux de l'hebdomadaire. Il a également déposé une gerbe portant les noms des 11 victimes. 2 autres plaques ont été inaugurées sur le site où un policier a été abattu et devant un supermarché Kasher où des clients juifs ont été pris pour cible. C'est au total 17 personnes qui ont été tuées lors des attaques il y a un an dans la capitale française. Attaques qui ont été surnommées le 11 septembre français.
L'incident a marqué le début d'une vague d'attentats djihadistes qui a culminé lors du massacre du 13 novembre. Direction le Nigeria à présent, où la directrice du Fonds monétaire international a précisé qu'elle ne venait pas dans la première économie d'Afrique pour négocier une aide. Les raisons de sa venue en images. Lors de sa rencontre avec le président Buhari, Christine Lagarde a conseillé au Nigeria de diversifier et d'élargir son assiette fiscale, afin de réduire la vulnérabilité de l'économie nigériane face au déclin du cours de son principal produit à l'export, le pétrole. Elle a également fait part de son soutien à la lutte contre la corruption, qu'elle a qualifiée de très importante, et ajouté que le plan de réforme du président pourrait avoir des répercussions positives sur la région. À ceux qui se demandent pourquoi la directrice du FMI se rend au Nigeria, c'est précisément pour avoir des discussions sur ces nouveaux objectifs. Ce programme de réforme qui a été identifié et soutenu par le président. Et également pour évaluer les répercussions que cela aura sur les pays voisins, car avec une grande économie telle que celle du Nigeria, quoi qu'elle fasse, quelle que soit la difficulté à laquelle elle fait face, cela aura des conséquences autour d'elle. Une équipe d'économistes va venir la semaine prochaine pour faire ce que nous appelons l'article 4, qui est une évaluation et un audit et des discussions franches entre partenaires. Le FMI d'un côté, les autorités du pays de l'autre, pour véritablement évaluer si le financement est en place, si la dette est vraiment soutenable, si les coûts d'emprunt sont sensibles et quelle est la stratégie à mettre en place pour affronter les défis qui s'annoncent. Un bus a pris feu dans la région autonome Hue du Ningxia dans le nord-est de la Chine tôt mardi matin. Un suspect a été arrêté et accusé d'avoir allumé l'incendie. Ce dernier cherchait à se venger sur la société pour une dette personnelle. L'incendie a tué 17 personnes et blessé plus de 30 autres. Les blessés sont à présent en soins intensifs à l'hôpital. Un véhicule bondé a soudainement pris feu. Les flammes se sont propagées dans le bus à l'entrée d'un magasin de meubles dans la région du Ningxia, dans le nord de la Chine, à 7 h du matin, mardi. Les proches des blessés disent que l'explosion les a totalement pris au dépourvu. Elle ne savait pas ce qui se passait. Elle a sauté hors du bus après avoir vu les flammes. Elle ne se souvient plus de comment elle est sortie du bus. Son corps tout entier était en feu. Elle était très nerveuse. L'explosion a causé la mort de 17 personnes et blessé 32 autres, dont 8 sont dans un état critique. Les blessés souffrent de terribles brûlures. 3 victimes ont succombé aux blessures. Tous les passagers blessés ont été emmenés dans un hôpital local. Ils sont à présent en observation. Comme il est sévèrement blessé, cela nous prend davantage de temps pour observer le statut, pour s'assurer si c'est le système respiratoire ou les organes qui ont été touchés. Il s'agit d'une procédure compliquée. Nous avons besoin de temps pour observer, mais nous ferons définitivement notre maximum pour les sauver. L'incendiaire suspect a été arrêté par la police et plus de 350 personnels ont été déployés pour ouvrir une enquête ou poursuivre les soins des blessés. Il ne s'agit malheureusement pas du premier cas d'explosion de bus en Chine. Plusieurs bus ont explosé ces dernières années. Des cas souvent liés à des personnes souffrant de troubles mentaux ou ayant des motivations de vengeance personnelle. À partir du 4 janvier, la plage horaire d'échange du yuan à l'étranger a été étendue de 7 h pour se terminer à 23h30 heure de Beijing. Il est 16h30, l'heure de fermeture habituelle de la salle de marché d'échange de la Banque de Chine. Mais aujourd'hui, les affaires ont continué et ne se sont calmées que 7 heures plus tard. Les anciens horaires d'échange allaient de 9h30 du matin à 16h30 heure de Beijing. Mais à présent, ces horaires d'ouverture ont été prolongés jusqu'à 23h30. Soit 7 heures de plus que l'ancienne limite. Nos horaires de travail ont été prolongés jusqu'à 23h30. Notre charge de travail s'est alourdie. Mais ces horaires prolongés nous offrent également davantage d'opportunités pour échanger des devises. Et pour les investisseurs étrangers, cela leur permet de bénéficier d'une autre référence pour les opérations des marchés.
Les échanges de devises pour les clients qui ne sont pas investisseurs ont également été facilités et sont devenus plus pratiques. Avant les nouvelles règles, les clients devaient échanger leurs devises au guichet et ils devaient terminer avant l'heure de fermeture de la banque. Mais à présent, ils peuvent acheter des devises en ligne à n'importe quelle heure avant 23 heures à travers notre application bancaire. Selon les analystes, la plage horaire étendue d'échange du yuan est une étape cruciale pour le développement de l'internationalisation de la monnaie chinoise. Et la Chine devrait encourager davantage d'institutions étrangères qualifiées à participer à son marché intérieur d'échange de devises. Qu'importe l'avancée de la saison hivernale, les Chinois profitent des patinoires, des sculptures sur glace et autres pistes de ski. Les plus grandes patinoires se trouvent aux abords du palais d'été. Après 30 années d'abandon, la plus grande patinoire de Beijing a ouvert l'hiver dernier. S'étendant sur 700 000 m², elle se trouve en haut du lac Kunming et offre une vue spectaculaire du palais d'été, l'ancienne résidence impériale d'été, et désormais inscrite au patrimoine mondial. Je viens chaque week-end au palais d'été, mais c'est la première fois que je viens patiner ici. Je ne suis pas très bonne, mais c'est très amusant. Dans le même temps, dans une banlieue de Beijing, des employés préparent des blocs de glace pour le 27e festival du tourisme de neige et de glace de Yanqing, qui se tiendra à la mi-janvier. La plupart de la glace vient du lac Wangyou dans le district de Yanqing, sur la montagne Youdu qui s'élève à 800 mètres d'altitude et fait plus de 30 cm d'épaisseur. La glace est coupée en cubes, transportée par camion vers la vallée de Longxinxia, où elle est taillée en forme de sculptures diverses. Et outre cela, le festival inclura également une zone ornée de lanternes et diverses activités. Et en allant plus au nord, le 19e festival touristique de neige et de glace de Changchun a ouvert dans la province du Jilin, dans le nord-est de la Chine. Il a débuté lundi avec une compétition de ski regroupant plus de 2000 participants venus de plus de 33 pays et régions. Désormais, c'est de mieux en mieux chaque année, je pense. Il y a tellement de neige et le cadre est vraiment bien sur place. Nous combinons les sports, les loisirs et le tourisme. Les gens peuvent apprécier le lieu et jouer avec la neige. C'est une ville de glace et de neige. Le festival va durer 90 jours et les visiteurs pourront prendre part à des activités de nage hivernale, de culture folklorique et d'autres activités liées à la glace. Nous poursuivons notre série sur les minorités ethniques en Chine dans la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud-ouest du pays. Les Zhuang sont l'une des plus importantes minorités ethniques de la Chine et leur culture est encore bien vivante. Plusieurs jeunes travaillent d'ailleurs à faire la promotion du chant folklorique que cette ethnie affectionne particulièrement. Ma collègue Julie est allée sur place à leur rencontre. Je me trouve dans le comté de Tianyang, dans la province du Guangxi, où réside la minorité ethnique Zhuang. Le chant folklorique est l'un des aspects les plus intéressants de leur culture. Et avec ces paysages magnifiques, on peut facilement comprendre d'où vient leur inspiration. Ce n'est pas par hasard que la région peuplée par les membres de l'ethnie Zhuang est surnommée mer de chansons, même si on retrouve ici surtout des montagnes. À chaque année en avril, des milliers de personnes convergent vers le comté de Tianyang pour participer au plus grand rassemblement de la communauté Zhuang dans la région. Il peut faire très chaud dans le Guangxi, même en avril. Les Zhuang cherchent toujours un peu d'ombre pour se rafraîchir. Certains se reposent, mais pour d'autres, notamment pour les chanteurs, c'est un moment de préparation. C'est aussi sous les arbres que les chansons vont prendre leurs racines dans le répertoire traditionnel. Les gens ne font pas que chanter sous les arbres. Ils se livrent parfois à des compétitions de chant. On y va. C'est ici que les choses deviennent plus sérieuses. Les chanteurs vont maintenant se mesurer les uns aux autres. Tour à tour, parfois en groupe, en duo, en trio ou même en solo, les chanteurs vêtus de leurs costumes traditionnels vont tenter de convaincre les juges qui évaluent plusieurs aspects de leurs prestations. Lors de ce festival, on a pu voir plusieurs chanteurs, mais aussi plusieurs styles, ce qui prouve que cette forme d'art est encore bien vivante. Lors de notre passage à ce festival, nous avons rencontré Wei Qingqing, une jeune femme issue de la communauté Zhuang.
Elle vient au festival tous les ans pour enrichir son répertoire de chansons traditionnelles et trouver de nouvelles sources d'inspiration. Les oreilles remplies de tout ce qu'elle a pu entendre lors du festival, Qingqi revient à la maison pour travailler avec des collègues sur de nouvelles chansons. Avant, ils utilisaient papier et crayon, mais aussi des cassettes audio pour se rappeler des chansons. Maintenant, ce sont les téléphones et les ordinateurs portables qui font le travail. C'est une triste réalité, mais Qingqi a remarqué qu'il y a de moins en moins de jeunes de sa communauté qui connaissent les chants folkloriques zhuang. Elle a donc ressenti le besoin d'en faire plus pour conserver et faire la promotion de son héritage culturel. 我作为一个壮族人，我觉得我有这个义务去传承我们这个壮民族的这个山歌。我就是每周五都会，如果有时间的话，都会去乡下的学校教一些孩子唱山歌。 J'ai été très impressionnée par la communauté zhuang et particulièrement par leurs chants folkloriques. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est ce groupe de jeunes qui travaillent pour la promotion de leur culture. Grâce à leurs efforts, je suis convaincue que leur culture va continuer et évoluer. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour Afrique Info.